doués. Et ce qu'il y a de curieux, c'est qu'on parle toujours des parents comme si les parents n'avaient pas été eux-mêmes doués. Et les parents eux-mêmes s'interdisent de puiser dans leurs souvenirs d'enfance, c'est pour tâcher de comprendre leur enfance. C'est tout à fait timidement qu'ils disent « mais je crois reconnaître quelque chose de moi, mais je ne veux pas me hasarder ». Et parfois ils n'ont pas pu faire d'études pour multiples raisons, pas le sens de l'effort, mais il y a des contraintes économiques, et ils ont peur que leur enfant reproduise ce schéma-là. C'est bien qu'on parle des parents d'enfants doués comme si eux-mêmes n'avaient pas été doués, comme si c'était une race à part, alors que non, il y a quand même une filiation qui se fait. D'accord. Et finalement, quand ces enfants peuvent être en échec scolaire, mais ça se traduit souvent aussi par une sorte d'agitation, ils n'ont pas trouvé leur place, et ils sont peut-être au sein des classes plus agités que d'autres. Est-ce que ça peut être considéré aussi comme un signe, même si ça n'est pas évidemment en fait, même si cette agitation ne signifie pas forcément qu'ils sont automatiquement doués? Alors il y a deux catégories, il y a ceux qui effectivement s'agitent, surtout en maternelle, mais en maternelle on ne peut pas faire le diagnostic d'hyperactif, et à l'inverse quand il y a des enfants hyperactifs on dit il est peut-être doué. Mais on parle beaucoup d'hyperactivité. Oui, mais il y en a, oui, qui bavardent, ils s'ennuient, ils bavardent, ils parlent. Ils ne sont pas hyperactifs dans ce sens que quand ils sont intéressés par quelque chose, on ne les entend pas pendant des heures. Ils peuvent rester des heures en train de faire quelque chose qui leur plaît, et là ils ne bougeront pas et on ne les entendra pas. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont hyperactifs. Mais beaucoup s'endorment. Même en maternelle, ils sont dans un coin, ils n'ouvrent pas la bouche, ils ont leur pouce dans la bouche et c'est fini. Et la maîtresse même parfois dit mais je crois qu'il est un peu en retard peut-être parce qu'il ne dit rien. En fait, il est ailleurs, il flotte, il est complètement ailleurs. Et il n'est pas stimulé intellectuellement. Il n'est pas stimulé, il va à l'école pour apprendre, il n'apprend rien, il entend des choses qu'il sait depuis toujours et ça continue dans le primaire. Et ils dorment. Moi, dans un livre, je parle des belles au bois dormant, parce qu'ils s'endorment vraiment. Et après, malheureusement, ils décrochent quand ça devient difficile. Ils ont toujours dormi, ils n'ont pas entendu, et ça devient catastrophique. D'accord. D'où effectivement la nécessité d'essayer de les stimuler intellectuellement. Comment est-ce que l'on s'y prend? Alors, la solution la plus basique, je dirais, c'est un saut de classe, parce que le primaire est trop long pour ces enfants. Et l'idéal, c'est par exemple en maternelle, ils soient dans une section moyen grand, mais à condition qu'ils la fassent en 1 an et qu'après ils ne redoublent pas, parce que sinon ils ont l'impression de redoubler, c'est catastrophique. Donc une section moyen grand et des classes à double niveau, pour eux, c'est tout à fait extraordinaire. On parle toujours de ces petites classes dans les campagnes où le maître avait 10 élèves, mais chacun d'un niveau différent. Et là, les enfants doués, parfaitement heureux, avançaient à leur rythme, donc à toute vitesse. Et là, finalement, parce qu'ils peuvent picorer, ils peuvent s'intéresser à ce que l'on enseigne aux plus grands, et donc ils sont tirés vers le haut, hissés vers le haut. Ils ont une curiosité intellectuelle, et quand on alimente cette curiosité, ça les incite, ça les laisse en éveil, et ça les incite à approfondir. Quand l'enseignement est trop superficiel, ils sont dans un état d'insatisfaction totale, parce qu'ils ont envie de savoir pourquoi. Et avant, on demandait par exemple qu'est-ce que c'était que l'hiver au vocabulaire aux jeunes enfants, et tout content, ils parlaient de la distance de la Terre au Soleil, en rapport avec les saisons, mais ils étaient très contents parce qu'ils avaient la définition. Oui, bien sûr, mais il est peu probable qu'aujourd'hui on réussisse à identifier un enfant surdoué avec ce type de définition, en tout cas. Alors les parents disent oui, il m'a demandé, je lui ai expliqué une fois, mais ils retiennent ce qu'on leur explique et ils sont très contents. Et vous dites d'ailleurs dans un article là que j'ai puisé sur Internet, quand l'enfant doué est qualifié d'agité, donc un article que l'on peut trouver sur le site du GAPESM, ces enfants ressemblent à des boulimiques qui ne peuvent plus s'arrêter d'enfourner de la nourriture avec un sentiment d'urgence de plus en plus contraignant, comme si la nouvelle boîte de biscuits ou comme la découverte d'une nouvelle formule mathématique allait enfin combler ce désir insatiable d'amasser, d'accumuler. Mais ce désir finalement n'est jamais comblé. Non, justement, ça, il faut un petit peu le freiner parce que parfois ils accablent leurs parents de questions et les parents se croient obligés de répondre. Et moi, je dis qu'on leur apprend à lire tôt et on leur donne une encyclopédie et ils se débrouillent avec l'encyclopédie. Il ne faut pas que les parents soient une encyclopédie vivante et tenus de répondre à tout. Et ils sont tellement déçus quand les parents ne savent pas. Oui. Alors, les parents disent, mais non, écoute, moi, j'ai un métier, j'ai une profession, enfin, j'ai un domaine de connaissances, mais je ne peux pas tout savoir.
Et toi-même, même si tu veux tout savoir, il y aura des choses il y a toujours quelque chose qu'on ne sait pas. Mais ils ont effectivement ce goût pour le savoir parce que ils ont l'impression que le monde extérieur est dangereux et inquiétant et que plus on en sait, et mieux on maîtrise ce monde. On est mieux armé pour affronter un monde à mesure qu'on a plus de connaissances. D'accord. Et donc, il ne faut pas hésiter. Alors, il faut que les parents gardent eux-mêmes un petit peu de tranquillité, et sachent se préserver des questions en quelque sorte insatiables justement des enfants. Et il ne faut pas hésiter à leur donner une encyclopédie, un dictionnaire, Oui, voilà. un livre. Il faut Voilà. Parce que par ailleurs, ce sont des enfants en or. Ils ont un caractère en or. Ils ont leur curiosité d'esprit fait que quand on leur explique quelque chose, ils s'intéressent, ils sont contents, ils ont de l'humour, ils ont une clarté d'esprit qui fait que le dialogue est facile. Et ce sont généralement des enfants faciles à élever parce que ça fonctionne bien. L'entente fonctionne. Enfin, parfois, ils sont difficiles à l'école et ça se rejaillit à la maison. Et là, ça devient problématique. D'accord, donc ils comprennent effectivement, ils assimilent, ils comprennent très vite, mais ce que vous dites également, c'est que précisément, ils n'assimilent pas forcément. Ils passent très rapidement d'une chose à l'autre sans s'attarder, et ça, c'est un facteur d'échec. C'est-à-dire que pour eux, pendant très longtemps, comprendre, c'est savoir. Pratiquement tout le primaire, comprendre, c'est savoir. Et ils croient vraiment que ça fonctionne comme ça, comprendre, c'est savoir. Et puis un beau jour, ça ne fonctionne plus. Et en plus, ils n'ont pas du tout acquis la valeur de l'exercice, compris la valeur de l'exercice plusieurs fois répété. C'est-à-dire faire plusieurs fois un exercice de maths pour bien comprendre la règle à appliquer et que ça passe, que ce soit sous-cortical, enfin que ça soit automatisé, ça, ils ne comprennent pas. Et pourtant, ça, il faut absolument qu'ils comprennent la valeur de l'exercice qu'on répète pour automatiser certaines données, pour les théorèmes. Sinon, le meilleur exemple, c'est qu'ils ignorent la table de multiplication, ils se débrouillent en faisant des additions, et bien sûr, après, quand les calculs sont compliqués, il vaut mieux avoir automatisé la table de multiplication. Mais les parents disent, j'ai un mal à l'apprendre, enfin, ça devient un cauchemar, cette table de multiplication. Et il vaut mieux que ce soit automatisé. Table de multiplication plus que d'addition, en fait, c'est l'opération, c'est simplement... Non, c'est la table de multiplication dans mon enfance, on apprenait absolument. On nous disait, on vous réveille la nuit, vous devez savoir 7 fois 6. Il n'y a pas de problème, et on le savait comme ça, et ça reste. Mais sinon, ils perdent ces automatismes parce qu'ils sont mal acquis, et ça, ils font des bêtises après. D'accord. Donc ce qui est important, c'est qu'effectivement, ils acquièrent ces automatismes-là et qu'ils comprennent aussi l'utilité de la répétition de l'exercice. Voilà. Il faut à la fois en fait les stimuler intellectuellement, mais en même temps les contraindre un peu à répéter un exercice, même si c'est fastidieux. Voilà. Alors moi, je leur explique quelque chose qu'ils peuvent comprendre. Je parle des neurones, je parle du cerveau, et je dis que c'est comme un muscle, et que c'est pas parce qu'on a compris comment on faisait un geste qu'on pouvait faire ce geste bien, et que s'il joue au tennis, enfin je prends le sport qu'il joue et auquel il joue le sport. Alors sport, et je dis ben voilà, là tu répètes plusieurs fois le geste, tu as le poids du corps, tu as l'élan, tu as des choses. Eh bien le cerveau c'est pareil, tu dois répéter plusieurs fois, même si tu as compris, intellectuellement ça ne suffit pas. Il faut leur expliquer qu'ils développent leur cerveau, ils sont sensibles à ça. D'accord, il faut distinguer finalement la compréhension de l'apprentissage. L'apprentissage étant la répétition du geste dont vous parlez ou de l'exercice. Et ça, ils l'ont pas du tout, et avec un tort considérable ensuite dans les études supérieures. Je rappelle que nous sommes sur Radio Courtoisie, que vous entendez en ce moment Ariel Ada, j'appelle votre nom, A2DA, qui est psychologue spécialiste des enfants. Et j'ai quelques messages. Alors, un auditeur, personnellement, je suis très circonspecte à l'égard de ces textes de QI. Il serait intéressant de savoir comment se comportent dans leur vie d'adulte ces enfants dits doués, car c'est cela le plus intéressant. Je réponds maintenant ou... Est-ce que je lis à la file et puis vous répondez après? Voilà, quelques-unes des questions. Une auditrice, pourriez-vous parler un peu plus des enfants de 3 ans qui ont un retard de langage? Merci. D'autre part, vous dites que les enfants surdoués le sont car les parents ont certainement une aptitude. Familièrement, on dit les chiens ne font pas des chats. Ah oui, voilà, c'est dit. Et puis, une auditrice, pourriez-vous me donner votre définition de l'intellectuel? J'ai moi-même été une surdouée ayant passé mes 2 bacs avec dispense à l'âge de 15 ans et 16 ans avec mention.
Voilà, donc en tout cas, il y avait déjà une première question sur la validité des tests de QI et sur l'avenir des enfants dits doués ou surdoués. Alors l'avenir, tout dépend justement de leurs études. S'ils ont fait de bonnes études, si tout s'est bien passé, et ils ont un métier intéressant dans lequel ils réussissent pour le bonheur de tout le monde. Hein. C'est-à-dire qu'un bon médecin, quand les chirurgiens font des premières, des greffes ou des opérations compliquées, ce sont certainement des gens doués qui ont inventé, innové, et qui ont l'audace intellectuelle. Ce qui caractérise les gens doués, c'est aussi l'audace intellectuelle. Donc on a des gens doués, ceux qui réussissent. Pas d'œillères, comme on dit aussi familièrement. Voilà, ils ont le courage de faire quelque chose de nouveau, d'essayer. D'abord ils y pensent, ils ont l'idée et ensuite ils la mettent en application. Ça ne suffit pas d'avoir l'idée, ils savent la mettre en application, ils ont les moyens. Alors les bons médecins, les bons professeurs, les écrivains, ceux qui écrivent des romans qui passionnent, les bons journalistes, tout ça, tous ces gens-là, les bons cuisiniers aussi, qui innovent, qui ont aussi l'audace intellectuelle de faire des recettes nouvelles, eh bien, tous ces gens ont été des enfants doués et s'accomplissent dans leur vie adulte. Et on en rencontre tout le temps, des artisans aussi, dans tous les domaines, si vous voulez. Là, c'est les gens doués qui ont réussi à s'accomplir dans le domaine qui leur convenait. Il y a une question de chance, malheureusement. Alors, ils ont aussi quelque chose qui les caractérise, c'est un ressort énorme. Ils ont des capacités de récupération, de ressort. Ils ont une force intérieure qui leur permet de surmonter les difficultés. Donc, beaucoup qui n'ont par exemple pas fait assez d'études, ou bien qui n'en ont pas fait du tout d'ailleurs, s'installent à leur compte. Parce qu'ils supportent assez mal la hiérarchie, ça coince très vite. S'ils ont des petits chefs qui sont plus intelligents qu'eux, les petits chefs le prennent très mal. Alors au début ça va très bien, mais après ils suscitent la jalousie et on les exclut, même s'ils essayent de faire profil bas, il y a toujours quelque chose qui passe. Il y a des jalousies, ça peut même aller jusqu'à des calomnies, ça peut être un peu de harcèlement. On dit souvent qu'ils sont doués également d'une intelligence intuitive. Oui, certainement, ils ont une empathie. Ils ont la capacité de percevoir les intentions des gens et c'est justement ça il y a une chose dont on n'a pas encore parlé qui les caractérise, c'est l'hypersensibilité. Ils sont extrêmement sensibles, mais que ce soit les enfants ou les adultes, c'est pareil. C'est en raison du décalage intellectuel et peut-être même physique d'ailleurs dont on parlait ? C'est à cause de cette empathie, c'est-à-dire qu'ils comprennent les sentiments des gens et quand les sentiments sont hostiles ou agressifs ou jaloux ou bien de l'incompréhension seulement, ils le perçoivent et ils en souffrent. C'est-à-dire que si on leur dit quelque chose qui, sous une apparence anodine, est assez pervers et assez agressif, eh bien, ils en souffrent, ils sont blessés longtemps et profondément, ils ont du mal à cicatriser et quand ils sont petits, ils pleurent. Alors on dit qu'ils sont pas mûrs. À force de répéter que ça n'est pas de l'immaturité, mais que c'est une hypersensibilité, ça commence à passer dans l'esprit des gens. Mais alors maintenant, on dit que c'est des chochottes, quoi. Ils pleurent pour un oui, pour un non. Mais ils ont cette hypersensibilité due à cette empathie. Donc, ils ont une intuition qui fait que, par exemple, ce sont de très bons médecins parce que ils perçoivent l'ensemble de leurs patients, l'ensemble de la personne qui vient les consulter, et ils peuvent mieux cerner les symptômes en fonction de la personne elle-même. En quelque sorte, c'est vrai que les grands médecins sont ceux qui pratiquent et maîtrisent une science, mais le font avec une grande humanité. Voilà, c'est toujours avec une grande humanité. Comme les bons professeurs ont une compréhension intuitive de leurs élèves, et cela détecte les élèves doués. Je vois des adultes, j'en vois beaucoup, qui ont le souvenir de professeurs qui a détecté chez un enfant qui n'avait pas l'air, parce qu'ils s'alignent, ils sont assez conformistes, ils montrent pas leurs dons. Ils font pas d'étincelles à l'école, eh bien, qui ont su détecter chez des enfants qui avaient l'air un peu endormis le don intellectuel. Je peux pas passer tout en revue, mais il y a beaucoup de métiers où l'empathie joue, ça c'est sûr, ils ont ça. D'accord, très bien. Finalement, si l'on essaie de dire quels sont les indices, les signes qui font que l'on peut reconnaître un enfant surdoué, il y a quelques propositions que je vais vous faire et vous allez me dire si oui, non, ce sont des indices. On dit généralement qu'ils parlent très tôt, parfois avant moins de 2 ans. Qu'ils savent souvent lire avant le cours préparatoire, donc avant l'âge requis, qu'ils sont, mais vous l'avez dit déjà, curieux de tout, surtout c'est en quelque sorte le pourquoi du comment, et qu'ils s'interrogent aussi souvent sur les grandes questions existentielles. Énorme, oui.